étude sur le système d'immigration canadienne. Merci, Madame Elcano. Maintenant, je donne la parole à Madame Melly Kinsey. Merci. Je suis l'une des rares entrepreneurs technologiques dans le domaine de l'immigration et je dirige la plus grande plateforme canadienne d'agrégation de données sur l'immigration destinée aux consommateurs. De plus, je suis moi-même issue du programme d'entrée express. Le système d'immigration canadienne est sous pression, non pas parce que l'immigration a perdu sa valeur, mais parce que le système a de plus en plus perdu sa pertinence. Lorsque le programme d'entrée express a été lancé en 2015, son rôle était clair. Il s'agissait d'un système de sélection économique fondé sur le classement de Canadiens qualifiés, des candidats qualifiés en fonction de leur mérite. Pendant plusieurs années, cela a fonctionné. Le programme sélectionnait comme on pouvait s'y attendre. Ensuite, il a commencé à s'effondrer. Je veux me concentrer sur deux questions importantes. La mise en œuvre des objectifs d'immigration francophone et la mauvaise gestion des catégories d'immigration qualifiée. Commençons avec l'immigration francophone. Le gouvernement fédéral a fixé un objectif de 8,5% de résidents permanents francophones hors Québec en 2025. Qui passera à 10,5% d'ici 2028. Soutenir les communautés francophones minoritaires est un objectif valable. Le problème réside dans l'endroit où cet objectif est appliqué, parce que les volets de familles, de réfugiés et humanitaires n'évaluent pas les compétences linguistiques. Ils ne peuvent pas être utilisés pour atteindre les objectifs francophones. Par conséquent, ce système d'entrée express qui assume cette responsabilité par défaut. Cela n'est pas explicite, mais la réalité est opérationnelle. En 2025, une part importante de ces invitations de l'entrée express ont été délivrées au tirage francophone. En même temps, la catégorie de l'expérience canadienne destinée pour les personnes qui travaillaient déjà au Canada a connu des tirages moins nombreux et moins importants. La disparité entre la qualité des candidats était flagrante. 529 points en moyenne pour l'expérience canadienne, comparativement à 422 pour les candidats francophones. Cela représente une différence de plus de 100 points. Ce résultat est le fruit d'objectifs motivés par des considérations politiques et pas par la qualité des candidats. Selon le rapport d'IRCC de 2024, seuls 14,6% des répondants ont identifié l'immigration francophone comme une priorité absolue, tandis qu'une forte majorité a mis l'accent sur les besoins économiques. Malgré cela, les objectifs francophones ont dominé le programme d'entrée express en 2025. Le résultat, le système d'entrée express est faussé et ne parvient souvent pas à donner la priorité aux candidats les plus susceptibles de s'établir avec succès au Canada. Les nouveaux arrivants francophones, ensuite, sont dispersés dans tout le pays, souvent dans des régions où les possibilités d'emploi en français et les infrastructures d'établissement sont limitées. Il existe déjà un mécanisme plus approprié, le programme pilote d'immigration communautaire francophone, qui aligne les objectifs linguistiques sur les régions spécifiques. C'est exactement ce qui rendrait l'immigration hors Québec efficace. Du côté de la catégorie des travailleurs qualifiés, il n'y a pas eu de tirage propre à ce volet depuis 2024, et notamment des développeurs de logiciels, des ingénieurs et des scientifiques. Parallèlement, les professions telles que les agents d'assurance se sont ajoutées à la liste, bien qu'il s'agisse de postes axés sur la vente. La catégorie des soins de santé a reçu moins d'un tiers des invitations francophones en 2025. Le résultat est prévisible. Les diplômés formés au Canada dans les professions qualifiées, dont beaucoup travaillent déjà ici, perdent toute perspective claire d'obtenir la résidence permanente. Le Canada forme des talents, mais ne parvient pas à les retenir. Ces résultats découlent directement de choix politiques qui superposent des objectifs non économiques à des outils de sélection économique. Nous avons soumis un mémoire. Il faut séparer les objectifs linguistiques et culturels de l'entrée express. Ensuite, il faut s'appuyer sur des programmes ciblés pour atteindre les objectifs en matière d'immigration francophone. Troisièmement, rétablir la catégorie de l'expérience canadienne comme voie d'immigration fiable. Et enfin, structurer correctement et accroître la priorité accordée aux catégories d'estime et des soins de santé. Le Canada a besoin d'un système d'immigration où chacun remplit la fonction pour laquelle il a été conçu. Pour qu'il reste opérationnel, nous devons revenir aux principes fondamentaux. L'impact économique à long terme et la priorité accordée au capital humain. Merci. Et je me réjouis de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Madame Melikitse, nous avons ensuite 5 minutes pour Madame Elfil. Bonjour et merci de m'accueillir. Je m'appelle Rania Elfil. Je suis membre du conseil d'administration de l'Association des communautés soudanaises du Canada. Je travaille avec l'IRCC depuis 2023 pour défendre
les voies humanitaires et les familles soudanaises. Le Soudan est confronté à un génocide et à la plus grande crise humanitaire et de déplacement de personnes au monde. Je suis ici aujourd'hui pour vous faire part de mon expérience en matière de retard prolongé, de traitement inéquitable et de disparités systémiques, et pour expliquer comment nous pouvons faire en sorte qu'aucune autre communauté ne subisse ce que nous avons subi. Lorsque la guerre a commencé, nous avons présenté un mémoire demandant la mise en place de multiples voies d'immigration. Au départ, l'IRCC s'est concentré sur une voie de regroupement familial reconnaissant l'impact direct sur les Canadiens et les résidents permanents dont les proches étaient pris au piège au Soudan. Le programme a été lancé 10 mois plus tard. Il était limité à 3 250 demandes, puis ce nombre a été porté à 5 000. Les parents devaient assumer l'entière responsabilité financière et démontrer qu'ils disposaient d'un revenu substantiel ou de dizaines de milliers de dollars de fonds disponibles. Les demandeurs, dont beaucoup avaient tout perdu, devaient également payer des frais de traitement élevés. En conséquence, notre communauté a transféré des millions de dollars à IRCC, des fonds qui auraient pu servir à aider les membres de familles déplacées ayant des besoins urgents comme de la nourriture et des médicaments. Il y a quelques jours à peine, une jeune membre de la communauté, Mouna Jad Al-Rab, qui devait cumuler plusieurs emplois pour aider à subvenir aux besoins de sa famille déplacée en attendant d'être réunie, est décédée subitement à Montréal, laissant derrière elle une famille en deuil et une communauté en colère. Nous avons respecté ces obligations financières. Ce que nous n'avions pas prévu, ce sont les retards exceptionnels. Au cours des 13 premiers mois du programme, seuls 9% des demandeurs sont arrivés au Canada. En octobre 2025, il a été déclaré devant ce comité que les demandes soudanaises pourraient subir des retards pouvant aller jusqu'à 99 mois. 99 mois pour des personnes piégées dans une zone de guerre active ou déplacées sans travail, sans stabilité et sans sécurité, ce n'est pas simplement un retard, c'est une menace pour leur vie. Environ 7 000 à 8 000 personnes sont toujours en attente. Nous avons dit à plusieurs reprises à l'IRCC et les ministres que le traitement prolongé des demandes dans une zone de conflit aurait des conséquences mortelles. Notre comité a suivi les cas de demandeurs qui sont décédés pendant l'attente, victimes de violences, de coups de chaleur et du manque de soins médicaux. Un parent de Calgary a demandé une demande en février 2024 pour faire venir sa sœur et ses 4 enfants. Après des mois de retard, elle a été tuée lorsque des forces amies ont pris d'assaut sa ville. Il ne s'agit pas de cas abstraits, il s'agit de pertes qui auraient pu être évitées. Nous sommes également profondément préoccupés par la réduction des engagements pris par le gouvernement en matière d'aide aux réfugiés. En septembre 2024, l'IRCC s'est engagé à réinstaller 4 000 réfugiés soudanais par an entre 2025 et 2027. En 2025, cet engagement a été réduit à 4 000 à arriver au total d'ici la fin 2026, ce qui revient à réduire de facto d'un tiers. Une demande antérieure visant à lever les exigences relatives à la détermination du statut de réfugié afin de permettre à un plus grand nombre de Soudanais d'accéder au parrainage privé et communautaire a été limitée à seulement 700 personnes. À l'heure où le Soudan est confronté à la plus grande crise de déplacement au monde, la réduction des engagements envoie un signal inquiétant quant aux priorités et à la réactivité. Nous avons également soulevé à plusieurs reprises le cas d'enfants de citoyens canadiens bloqués au Soudan. Vous avez 1 minute. Ces enfants sont les enfants de Canadiens, souvent de pères décédés. Bien que ces enfants soient canadiens, leurs mères ont besoin d'un visa pour les accompagner. Nous avons soulevé ces cas en avril et juillet 2024. Un enfant canadien s'est noyé dans un camp de déplacés après avoir été déplacé. D'autres enfants souffraient de la faim, n'étaient pas scolarisés et n'avaient pas accès aux médicaments, bien que les progrès récemment aient été réalisés dans ce dossier. Le Conseil canadien pour les réfugiés a démontré que les demandeurs africains font face aux retards de traitement les plus longs et que les bureaux de visa africains ont la charge de travail la plus lourde et le moins de personnel.
il y a un retard ce n'est pas qu'un simple retard opérationnel, mais l'absence d'équité, de transparence et de cohérence dans la réponse humanitaire du Canada. Pour conclure, nous demandons à l'IRC de placer un cadre normalisé de réponse aux crises avec des normes de services claires pour les zones de conflit actifs, y compris les délais de traitement urgent. Des garanties d'équité doivent être intégrées dès le départ dans les programmes humanitaires, notamment la publication de rapports sur les délais de traitement régionaux et l'octroi de ressources suffisantes. Troisièmement, l'IRC devrait établir un protocole permanent pour les enfants canadiens bloqués à l'étranger avec un traitement accéléré et des voies facilitées pour les accompagnateurs. Enfin, un engagement structuré et transparent avec les communautés touchées doit être formalisé afin de réduire l'incertitude et de prévenir les préjudices.